introduite dans le lac en 1958 et dont la biomasse actuelle atteindrait de 10 à 15 000 tonnes dans l'ensemble du lac, dont un tiers pour la partie rwandaise. Avant de s'embarquer, on va d'abord se rassasier de ndagala, mais aussi de pâte de manioc. Pas n'importe quelle pâte, mais une bonne pâte, c'est-à-dire comme celle-ci, qui aura été solidement malaxée et longtemps jusqu'à ce que tous les grumeaux soient fondus, jusqu'à ce qu'elle soit devenue fine, lisse, veloutée. Quel délice alors de puiser avec ses doigts dans la pâte encore chaude, d'en faire une boulette, de tremper celle-ci dans la sauce et hop, dans la bouche. Ugatwaro surebi inyenyeri Sentier des amoureux yigana ku mariri Nubona akanya unasure Nyamishaba. Avec le matériel de pêche, on emportera dans la pirogue un feu de braise soigneusement posé sur un tesson de cruche cassée. On a beau être entouré d'eau, il vaut mieux ne pas risquer de mettre le feu à l'embarcation. Dans la blondeur du petit matin, accroché à une nervure de la crête Zaïre-Nil, le centre commercial de Rutsiro s'éveille. On est à moins de 40 km de Kibuye que l'on aperçoit en contrebas, mais à 2100 mètres d'altitude, l'air est frisqué et le vent qui descend des sommets pince. On surplombe, comme si l'on était en avion, le lac Kivu, où flottent encore les brumes matinales. Pourtant, au centre de santé, déjà arrivent les premiers malades dans une espèce de palanquin qui s'appelle Ingobzi, en Kinyarwanda. Le nombre des porteurs qui se relaient de 4 à 24, voire davantage, permet d'estimer la distance parcourue par le malade, jusqu'à une vingtaine de kilomètres. L'allure et le dévouement de ces hommes sont remarquables, et parfois aussi la surprenante synchronisation de leurs mouvements. Dès leur arrivée, les patients sont pris en charge par un infirmier qui remplit leurs fiches. C'est déjà l'espoir secret de la guérison. On peut ensuite patienter un peu avant d'être soigné ou d'être admis à la consultation.
Parfois, il faudra hospitaliser le malade. Hormis les problèmes liés à la nutrition, les enfants sont particulièrement sensibles à la malaria, qui est responsable de 27% des cas de mortalité infantile et de 50% de leur morbidité. Viennent ensuite la rougeole, les affections des bronches, la diarrhée. Et l'on s'en retourne comme l'on est venu. Preuve d'une solidarité certaine entre les gens, l'ingobzi est un moyen de transport efficace, certes, mais peu confortable. L'exiguïté et la pente des chemins, les ravines et les pierres empêchent bien souvent les porteurs d'harmoniser leur allure et simplement de marcher au pas. Aussi le malade ressent-il très sèchement les à-coups des 4 démarches. Avec 397 établissements socio-médicaux, dont 147 centres de santé et 29 hôpitaux, le Rwanda dispose d'un des plus denses et des plus efficaces réseaux sanitaires de l'Afrique. Chaque commune possède au moins un centre de santé qui regroupe un dispensaire avec le plus souvent quelques lits pour l'hospitalisation, une maternité, un centre nutritionnel, tandis que le service de santé maternelle et infantile assure les consultations prénatales, la planification familiale, les vaccinations. Au centre nutritionnel, les enfants sont suivis dans leur développement. On établit des fiches et on suit leur évolution en âge, en taille et en poids. Allez, en voiture. L'équilibre alimentaire est assez précaire. Il est lié au rythme des pluies. Parfois, elles tardent, ou elles durent trop longtemps, ou elles tombent trop abondamment, et les récoltes sont compromises. Risquent dès lors de surgir les problèmes de malnutrition avec le kwashiorkor et de sous-nutrition avec le marasme. C'est pourquoi une des tâches des monitrices est d'expliquer aux femmes attentives comment équilibrer la nourriture à partir des ressources du milieu, notamment en pratiquant judicieusement le petit élevage. niyo mpamvu rero tugomba gutegura agasanduku uzabyaza agasanduku usahari kararuhije kukabona niba karuhije mwakoresha iki ikarito cyangwa igitebo wenda muzi kuba ibitebo mwaboha udutebo dutoya sibyo ariko kujyamo sinzi ukuntu rwajyamo hano ufite amaso asanzwe ndetse mukunda kuba C'est toujours gai une maternité. Il naît au Rwanda quelques 350 000 enfants par an. Cette nouvelle accouchée porte fièrement l'urugori, ce bandeau de fibres de sorgho, signe de sa maternité. D'abord susciter chez les femmes un sentiment de confiance, puis créer des habitudes de contact régulier et de dialogue, c'est un des premiers buts de la maternité. C'est aussi le passage obligé, la pierre angulaire, de tous les programmes de vaccination, de protection maternelle et infantile et de planification familiale. Je m'appelle Petero. J'ai 6 semaines. Je pèse 1,7 kg et je suis orphelin. Ma maman est morte d'une malaria cérébrale juste après ma naissance. Comme tous les nouveau-nés, Petero aime farouchement la vie. Il veut vivre.
il vivra malgré l'absence de moyens sophistiqués de couveuse. Il vivra grâce à la sollicitude et au dévouement des infirmières et surtout à une hygiène de bon sens. On sait que si chaque maman pouvait disposer d'une brique de savon et d'un peu d'eau propre, la mortalité infantile qui atteint 14% pourrait être fortement réduite. Il vivra, Petero, grâce à cette couveuse rudimentaire, mais ingénieuse. Au sud du pays, à cheval sur la crête Zaïre-Nil et les préfectures de Chiangougou et de Kikongoro, s'étend la forêt naturelle de Nyungwe, dont l'altitude moyenne dépasse 2100 mètres. Avec une superficie de 100 000 hectares, elle est la plus grande forêt de l'Afrique située à l'est du Graben. À part des chasseurs accompagnés de chiens faméliques et surtout 4 à 6 000 chercheurs d'or qui retournent le fond des vallées, la forêt est inhabitée. Immense mais fragile réserve de bois de chauffage et de bois d'œuvre, la forêt de Nyungwe est très convoitée par ses quelques 350 000 riverains. Outre l'intérêt scientifique de ces écosystèmes et l'abondante variété de ces plantes médicinales, la forêt de Nyungwe doit être protégée. Elle constitue en effet la plus grande éponge, la plus grande réserve d'eau de la région, dont le plus bel exemple est ce grand marais de la Kameranzovu, littéralement celui qui engloutit les éléphants, qui aurait 400 mètres de profondeur et contiendrait beaucoup d'or, hélas inaccessible. Il tombe un peu moins de 2 mètres de pluie par an sur Nyungwe. Toute cette eau absorbée par l'humus et retenue dans les vallées et les marécages continue à s'écouler durant les saisons sèches et permet des cultures irriguées en contrebas. Cette forêt abrite une des sources les plus importantes du Nil. Malgré la luxuriance de sa végétation d'altitude, Nyungwe n'est pas un désordre, un foisonnement incontrôlé, un chaos végétal. Elle est au contraire une patiente et farouche recherche, un effort puissant mais contenu vers une harmonie, une autorégulation, un équilibre ô combien fragile. Comment, sinon, arriverait-elle à concilier les exigences de naissance, de vie et de mort de 400 espèces ligneuses, de 250 espèces d'oiseaux, d'une trentaine de grands mammifères et d'innombrables reptiles, amphibiens, petits mammifères, insectes et autres invertébrés? Parmi les chercheurs d'or, très peu de professionnels. Nyungwe n'est pas la Sierra Pelada, mais surtout des jeunes, qui parce qu'ils vont se marier, parce qu'ils veulent se construire une maison ou simplement tenter leur chance, font leur baluchon et s'en vont pour 3-4 semaines, simplement munis d'une pelle, d'une pioche et certains d'un dessus de fût à essence.
Après avoir choisi l'endroit et aménagé le lit de la rivière, l'équipe entamera un travail éreintant. Dégager les sables aurifères de dessous l'épaisse couche d'argile lourde et chointante qui les retient. Ceux-ci enfin dégagés et mis en tas, le chef du groupe commence leur lavage qui élimine l'argile et les impuretés. Puis, il scrute, patiemment, anxieusement. Quelques paillettes enfin, qu'il va faire sécher afin de les peser pour en connaître la valeur avec une précision et une balance tout écologique. Regardez, deux feuilles fraîches identiques, arrachées au même arbuste, constituent les plateaux. Elles sont reliées entre elles par un morceau de ficelle préalablement passé dans un tube de stylo à billes qui sert de fléau. Comme poids, des allumettes sèches, non encore utilisées, dont chacune vaut $1, son pesant d'or. 3000 francs rwandais par mois serait le revenu moyen mensuel des orpailleurs. Nous avons dit moyen. Dans la palette des verts du patchwork dominent les bananeraies qui occupent plus d'un cinquième des terres cultivées. Au Rwanda, le bananier est la première culture nationale. 2 millions de tonnes environ, soit la moitié de la production agricole. Ces bananes servent presque exclusivement à la fabrication artisanale et campagnarde de boissons alcoolisées. Près de 7 millions d'hectolitres de cidre par an. Vigoureuse et généreuse dans les vallées et les régions en dessous de 1700 mètres d'altitude et suffisamment arrosées, la bananeraie s'éclaircit et s'appauvrit au fur et à mesure qu'elle gagne le sommet des hautes collines ou les terres plus sèches de l'Est. Mais si l'homme continue à marquer par des bananiers sa conquête de nouvelles terres, qui leur sont pourtant peu favorables, c'est parce que la bananeraie constitue non seulement un signe extérieur de richesse, mais aussi un moyen, une condition, une preuve de l'insertion et de la liberté sociale du paysan. La bananeraie, traditionnellement, entoure l'enclos familial. Elle est objet de fierté, source de revenus monétaires, et les refuges, coins intimes. La densité de son feuillage protège la terre et les gens des ardeurs du soleil, de la violence des pluies, autant que des regards curieux et des oreilles indiscrètes. Certaines cultures, haricots, sorgho, maïs, mais surtout taro et patates douces, profitent de la protection des bananiers. La terre produit alors un maximum de calories à l'hectare. Les bières de banane ou cidre scellent tous les actes de la vie sociale. Souhaiter la bienvenue, demander une faveur, remercier, se réconcilier, récompenser l'entraide, payer un travail, conclure une alliance, célébrer une cérémonie ne peuvent se concevoir sans bière ni cidre. Après un mûrissage de 3 ou 4 jours à l'étouffer dans une fosse creusée près de l'enclos, les bananes sont exhumées.
Les pulpes sont retirées et jetées dans un tronc d'arbre évidé. Additionnées d'eau et de farine de sorgho, elles seront triturées manuellement à l'aide de graminées ou plus rarement par foulage. Il faut une demi-journée de travail à 3 robustes personnes pour malaxer à la main 60 régimes de bananes. La présence des enfants n'est pas tout à fait désintéressée. On leur destine le blanc jus, c'est-à-dire l'eau du dernier rinçage de la pulpe. Le jus obtenu sera ensuite recueilli et mis à fermenter dans des jarres en terre près d'un feu doux durant 2 à 6 jours. On peut affirmer qu'il y a autant de types de cidre que de familles, voire même que de brassins. Un moût riche en sucre soluble produit un cidre supérieur, considéré comme vin de banane, et qui peut se conserver durant 1 mois, grâce à sa forte teneur en alcool de 11 à 15 degrés. Le cidre courant, que l'on appelle urguagua, est une boisson provenant d'un moût riche en amidon. Elle doit se consommer rapidement. C'est par excellence la boisson des jours de fête. Afin d'optimiser le potentiel bananier national, une usine de vinification et de valorisation de la banane a été construite à Kigali. À l'extrémité nord-ouest, près de la frontière du Zaïre, on retrouve le merveilleux lac Kivu. Le début de la saison sèche envoie un vent chaud et sec et voile l'horizon d'une brume légère. Devant la plage de Gisenyi, le lac Kivu joue la mer. On ne trouve dans le lac Kivu ni crocodile ni hippopotame. Pour expliquer ce phénomène, on a évoqué la présence de magnésie dans l'eau ou sa relative fraîcheur, 18 à 20 degrés. Il faut plutôt chercher la cause dans l'impossibilité où se sont trouvés et se trouvent encore ces animaux de remonter les chutes, cascades et autres rapides de la Rusizi qui, en moins de 25 km, précipitent les eaux du lac 500 mètres plus bas. Une corniche et de sombres rochers sur lesquels le bleu du lac éclate en écume blanche, une avenue bordée de palmiers, une plage de sable blond, du soleil. Gisenyi a rassemblé et mis en valeur les principaux ingrédients touristiques. Un bon climat et une bonne infrastructure hôtelière permettent à Gisenyi de figurer en bonne place dans les circuits et d'accueillir toute l'année des touristes et leurs devises.
byose aho wibutse kubura amaso ko dufite ijuru ryiza ritamurutse amareba ubona yererana utubendera tw'amahoro. Dans le luxe confiné d'une piscine au bord du lac, de blancs touristes, immobiles comme des capteurs solaires. Amatsiko y'u Rwanda ni menshi ntawayavuga ngo yarangize, n'ahaziritse uburanga ni henshi kandi hose haziritse amateka ya rubanda rwa kanyarwanda. Entre 1800 et 2200 mètres, le thé prend le relais du café. Les plantations, regroupées autour de 12 usines, couvrent 9500 hectares. Et les recettes d'exportation se sont élevées en 1983 à 767 millions de francs rwandais. Un record avait été atteint en 1977 avec 1,2 milliard de francs rwandais. La théiculture assure 13% des recettes d'exportation du pays. La culture du thé exige une main-d'œuvre abondante, la cueillette ne pouvant se faire qu'à la main. Le cueilleur passe régulièrement sur les tables, mais il ne peut impérativement couper que le bourgeon terminal et les 2 feuilles adjacentes des nouvelles tiges. Cela exige de lui un coup d'œil rapide et une grande dextérité de la main. Les exploitations sont de 2 types, culture sur fond de vallée ou culture sur pente. Dans ce second type, le paysan qui a accepté de planter des théiers sur son terrain est assuré d'un certain revenu monétaire. En outre, grâce à l'épaisseur et à la largeur des tables, le théier cultivé en terrasse assure une bonne protection du sol, même sur forte pente. Les feuilles fraîches doivent immédiatement être acheminées à l'usine où leur traitement commence par le flétrissage. Déposées sur de grandes clés, elles sont remuées dans un souffle d'air chaud. Les usines à thé utilisent ensemble annuellement quelques 70 000 mètres cubes de bois de chauffe. Aussi sont-elles astreintes à un programme permanent de reboisement. Une retraite bien confortable pour ces chaudières d'anciennes locomotives à vapeur. Après le flétrissage, le thé sera haché menu, séché, puis calibré. La qualité de chaque lot sera appréciée par des dégustateurs professionnels. Chaque usine emballe sous son nom le produit fini. La réputation du thé du Rwanda n'est plus à faire. Certaines usines peuvent se flatter de recevoir régulièrement les meilleures cotations à Londres. Le département thé de l'Office des cultures industrielles du Rwanda supervise toutes les opérations liées à la théiculture dans le pays. Au nord du lac Kivu, la frontière avec le Zaïre et l'Ouganda est dominée par les cônes puissants de 5 grands volcans endormis de la chaîne des Virunga. Cette chaîne a largement modifié le relief et les paysages de toute la région. Des vallées s'écoulant jadis vers le Haut-Nil, sans doute, ont été barrées brutalement et des lacs se sont formés. Le lac Kivu, par exemple. La Nyabarongo elle-même est devenue un lac avant de se forcer un passage vers l'est au pied d'une Ndiza. Enfin, les lacs Luondo et Bulera, que l'on voit ici bien séparés par une crête de colline. Les eaux du lac Bulera se sont accumulées avant de trouver un chemin vers le lac Luondo en contrebas.
100 mètres de dénivellation ont permis d'installer la centrale hydroélectrique de la Dharuka qui produit annuellement 20 millions de kilowattheures. Une seconde centrale de même capacité a été construite sur l'exutoire du lac Luondo, la Mukungwa, avant qu'elle s'en aille emprunter, mais en sens inverse, une partie de l'ancien lit de la Nyabarongo. Le paysage du Buberuka, c'est le nom de cette région, est donc tourmenté et offre des perspectives inattendues dans lesquelles l'empreinte de l'homme est omniprésente et dont la plus belle manifestation est incontestablement ce merveilleux patchwork de culture, de boisement et de pâturage dont il a habillé les pentes des hautes collines. Au pied des volcans, sur les riches terres de lave, et grâce aux pluies abondantes, les paysans qui plantent du sorgho, des haricots, du blé ou des pommes de terre peuvent espérer des récoltes abondantes. Aussi, cette région supporte-t-elle aisément une population nombreuse, dont la densité atteint 450 habitants au kilomètre carré. Un des problèmes majeurs qui s'y pose est son alimentation en eau. Il n'y a pas de source dans les volcans. À peine est-elle tombée que l'eau de pluie est immédiatement bue, absorbée par l'épaisseur des laves. Le gouvernement rwandais vient de décider la rénovation des adductions existantes ainsi que la construction de nouvelles ramifications. Un programme dont le coût est estimé à 5 milliards de francs rwandais. En cette fin d'après-midi, nous avons pénétré dans un enclos, un rugo, dit-on ici, traditionnel qui enserre plusieurs cases séparées par des courettes et des palissades. C'est le moment où, à part les tout jeunes enfants, toute la famille s'affaire à préparer le repas du soir. Allumer le feu, éplucher les pommes de terre, écosser les haricots, mettre cuire la nourriture en attendant le retour du chef de